Lauren Bellius, 6 ans, a été poignardée à mort il y a 8 mois dans sa maison de Cheryl. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille dont la mort a été non seulement brutale mais aussi totalement inattendue et le monstre qui lui a fait ça pourrait être libéré à tout moment maintenant. C'est l'histoire de Lauren Bellius. Lauren Sylvia Bellius est née le 16 septembre 2004 à Syracuse, dans l'État de New York, de ses parents John et Allison Bellius. Elle avait une sœur jumelle nommée Erika, ainsi qu'un frère un peu plus âgé nommé Nolan. Lauren venait tout juste de terminer sa première année à l'école primaire Macalester et elle adorait jouer au football, faire de la danse classique et pratiquer le taekwondo. Lauren adorait les animaux, aimait chanter et danser et avait aussi la chance d'avoir un grand sens de l'humour. Elle se souciait beaucoup des autres et avait même choisi de donner ses cheveux à Locks of Love à un moment donné. Les parents de Lauren s'étaient mariés en août 2001 et après la naissance des enfants, la famille a déménagé à Cheryl, dans l'État de New York, qui était réputé pour être un endroit extrêmement sûr où vivre et l'une des meilleures centres-villes de l'État de New York. Néanmoins, les parents se sépareraient en 2009. Après cela, ils ont partagé la garde conjointe des 3 enfants, leur père John les ayant 3 jours par semaine. En juin 2009, la mère de Lauren a rencontré David Trebilcock, son nouveau compagnon. À l'époque, Allison était superviseuse infirmière à la maison de retraite de Rome. Et David y travaillait aussi en tant qu'aide-soignant certifié. Au début, ils n'étaient que des amis, mais ils ont commencé à sortir ensemble en février 2010. David était considéré comme le meilleur ami d'Allison et il semblait vraiment l'aimer, elle ainsi que ses 3 enfants. Il faisait tout pour eux et avec eux. Ils allaient faire les courses ensemble, il apprenait aux enfants à pêcher et il faisait même des excursions au parc d'attractions Seabreeze tout près. Après un peu moins d'1 an de relation, en décembre 2010, David a emménagé chez Allison au 408 avenue Primo avec elle et ses enfants. Cependant, le couple disait toujours aux enfants d'Allison qu'ils n'étaient que des amis et ils évitaient tout geste romantique en leur présence. À l'été 2011, Allison avait changé de travail et travaillait désormais les week-ends à la maternité de Saint-Luc. David poursuivait son travail à la maison de retraite, mais réduisait progressivement ses gardes. En juillet, il n'en était plus qu'à travailler une seule garde toutes les 2 semaines. Quoi qu'il en soit, David et Allison ont rapidement commencé à discuter de l'idée d'emmener la famille en voyage à Disney World. Et peu de temps après, ils ont commencé à planifier un voyage au cours duquel ils descendraient en voiture jusqu'en Floride pour rendre visite aux parents de David à Flagler Beach avant de revenir à Disney World où ils retrouveraient la famille d'Allison et des enfants. Le couple était très enthousiaste à l'idée de ce voyage et avait hâte d'y aller. Mais à l'approche du voyage, David avoua à Allison qu'il n'avait vraiment pas envie d'y aller. Il a dit que c'était parce qu'il ne voulait pas rendre visite à sa famille et qu'il avait trop de mauvais souvenirs liés à l'endroit où il vivait autrefois. David a également dit à Allison que la police pourrait l'arrêter s'il retournait dans son état d'origine, car selon lui, il avait eu des relations sexuelles avec une fille de 12 ans alors qu'il n'en avait que 19, mais qu'ils étaient tous les deux à une fête, ivres et défoncés. Ensuite, il a aussi avoué à Allison qu'il l'avait trompée au cours des premiers mois de leur relation. Elle a d'abord été blessée, mais elle a fini par rationaliser ses actes et ils ont convenu qu'ils ne rendraient une visite à la famille de David que pour une seule journée. Mais, honnêtement, comment peut-on justifier ces actes d'avoir couché avec une fille de 12 ans ? Bien que très jeune à l'époque, il était déjà adulte quand c'est arrivé. 19 ans. Dans les semaines qui ont suivi, David a révélé davantage d'informations qui ont ébranlé sa relation avec Allison. Il lui a dit qu'il était resté en contact avec une femme avec qui il l'avait trompée et qu'ils avaient des relations sexuelles par téléphone. Révélant une apparente addiction au sexe, David lui a également dit qu'il avait fréquemment des relations sexuelles en ligne et qu'il craignait d'avoir des ennuis si quelqu'un découvrait certaines des choses qu'il disait sur Internet.
Très bouleversée par ce qu'elle venait d'apprendre, Allison a dit à David qu'elle avait besoin de temps pour digérer ces informations avant de pouvoir décider si elle voulait continuer la relation. En attendant, elle lui a dit qu'il pouvait continuer à vivre avec elle pendant qu'il travaillait sur son infidélité, car elle pensait qu'il pouvait résoudre les problèmes dans leur relation. Cela était arrivé après que David se soit excusé pour ses actes et ait dit à Allison qu'il voulait être avec elle et les enfants pour toujours. Après cela, le comportement de David est devenu encore plus étrange et il a commencé à porter une Bible partout avec lui. Il ne la lisait ni ne la récitait, il se contentait de la porter. Il n'avait jamais auparavant participé à une religion organisée, mais maintenant il passait des heures assis dans le garage, une cigarette à la main et la Bible sur les genoux. Ce qui signifiait qu'il passait aussi moins de temps avec Allison et les enfants. Le week-end du 16 juillet, Allison devait travailler 2 gardes de nuit de 12 heures à l'hôpital. Et Lorraine et ses frères et sœurs devaient passer quelques nuits chez leur père. Avant le début de son service prévu, Allison s'est disputée violemment avec David. Les deux finiraient par se parler au téléphone pendant qu'Allison était au travail et David lui dirait qu'il partait parce qu'il ne pouvait plus la regarder en face après avoir compris la douleur qu'il lui avait causée. Ensuite, Allison rentrerait chez elle après avoir travaillé ses shifts ce dimanche-là. Lorsqu'elle l'a fait, David s'est réveillé plus serein. Tout semblait de nouveau aller bien. Mais 1 heure plus tard, il menaçait de la quitter à nouveau, disant qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Allison a dit à David qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais lui a demandé de rester. Il est quand même parti, et Allison, qui était désespérée à l'idée qu'il parte, le suppliait de ne pas franchir la porte, s'accrochant même à lui, le retenant et lui griffant le dos alors qu'il sortait. Donc, à cause de ce fiasco, elle avait l'impression que leur relation était vraiment terminée cette fois-ci. Après le départ de David, Allison a jeté certains de ses carnets de croquis et sa Bible, puis a brisé son téléphone portable. De façon déroutante, David est revenu chez Allison seulement quelques heures plus tard. Il avait l'air défoncé mais semblait heureux et il ne comprenait pas pourquoi elle était si bouleversée. Il a alors promis à Allison qu'il ne ferait jamais rien pour lui faire du mal, ni à ses enfants, et qu'il les aimait. Le lendemain, lundi 18 juillet, Lorraine et ses frères et sœurs sont revenus de chez leur père et ils ont passé toute la journée à jouer dehors et à nager dans la piscine du jardin, David les rejoignant même de temps en temps. Plus tard dans la journée, David a demandé Allison en mariage, lui demandant de l'épouser. Cependant, elle a refusé, disant qu'elle devait d'abord s'assurer qu'ils pouvaient entretenir une relation et qu'elle n'était pas certaine qu'ils resteraient ensemble sur le long terme ou non. D'après Allison, David a bien pris le refus, il en a ri, puis il est resté silencieux pendant un moment, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il redevienne lui-même et sa bonne humeur a continué. Au cours de la journée, Lorraine est passée en dansant de manière extravagante. David a dit à la petite fille qu'un jour elle serait célèbre. Quand elle est rentrée à l'intérieur, David s'est tourné vers Allison et a dit que Lorraine était son enfant préféré parce qu'elle était spéciale. Le lendemain, David s'occupait des enfants pendant qu'Allison faisait des courses alimentaires. Plus tard, au coucher, Allison a envoyé ses 3 enfants à l'étage enfiler leurs pyjamas. David était déjà à l'étage aussi. Mais quand Allison est ensuite montée à l'étage pour les rejoindre, elle a trouvé Lorraine, 6 ans, le visage rouge et en larmes. Elle a dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien, mais n'a pas voulu dire ce qui n'allait pas. Et quand Allison lui a demandé, tout ce qu'elle faisait, c'était regarder David puis ne rien dire. David non plus ne disait rien. Allison a fini par calmer Lorraine, puis elle a bordé les 3 enfants pour la nuit. Mais peu après, Nolan, le frère aîné de Lorraine, est descendu au garage pour parler avec sa mère Allison. Les deux sont remontés à l'étage et Nolan lui a dit que David, que le petit garçon considérait comme son meilleur ami, lui avait parlé de bonnes et de mauvaises choses et lui avait dit que le monde allait devenir très effrayant très bientôt parce que quelque chose de mauvais allait arriver. Allison a tenté de calmer son fils, puis est retournée au garage crier sur David. La mère a insisté pour qu'il s'excuse auprès de Nolan le matin pour l'avoir autant bouleversé, mais David l'a fait immédiatement à la place. Il était monté à l'étage et a dit à Nolan qu'il plaisantait et que tout allait bien se passer. Le couple est resté ensemble quelques heures avant d'aller se coucher vers 1 heure du matin. Au moment où ils sont allés se coucher, toutes les portes des chambres s'étaient ouvertes et lorsque Allison est allée voir les jumeaux dans leur lit superposés, ils dormaient déjà dans le même lit comme d'habitude, les bras enlacés l'un autour de l'autre. Le lendemain matin, vers 8h30, Allison a été brusquement réveillée par le cri de la sœur jumelle de Lorraine venant de sa chambre. La mère a immédiatement sauté du lit et s'est précipitée dans le couloir pour voir que la porte de la chambre des filles était fermée.
Elle a commencé à pousser la porte et s'est rendue compte qu'elle ne s'ouvrait pas, car comme elle allait le découvrir, elle avait été bloquée par une commode. Une fois qu'Allison a réussi à entrer, elle a vu David debout sur l'échelle du lit superposée, en train de poignarder Lorraine. Sa sœur Erika était recroquevillée à l'autre bout du lit, en train de crier. Allison s'est immédiatement jetée sur David, le tirant loin du lit. Ils ont commencé à basculer en arrière, et ce faisant, David a tendu la main et attrapé la rambarde supérieure, ce qui a cassé le lit et fait tomber le corps inerte de Lorraine sur le sol. Allison l'a repoussé et s'est mise à hurler, demandant pourquoi il essayait de tuer son bébé. Il lui a dit que Lorraine n'était pas un bébé et qu'en fait, elle était méchante. À ce moment-là, David a repoussé la commode qui bloquait la porte devant celle-ci et a commencé à se couper les poignets. Allison avait retourné Lorraine sur le dos et a désespérément commencé à essayer de la ranimer avec le bouche à bouche. La mère a aussi crié par la fenêtre pour demander de l'aide. À cet instant, Lorraine avait les yeux ouverts mais le regard vide. Elle respirait toutefois encore. Alors qu'Allison essayait de faire un massage cardiaque à sa fille, David est arrivé et a poignardé Lorraine à nouveau dans le cou. Ensuite, il a continué à s'infliger des blessures en enfonçant l'objet dans ses poignets et en essayant de tirer sur ses tendons. Il s'est aussi poignardé à la poitrine et a étalé du sang tout autour de lui. David est ensuite retourné vers Allison, a passé son bras autour de son cou et a poignardé Lorraine une fois de plus. Allison a réussi à attraper le couteau cette fois-ci et elle s'est battue avec David. Elle a finalement réussi à le prendre et l'a poignardé 2 fois alors qu'il tombait sur le ventre. Ensuite, elle s'est ruée sur lui en tenant 2 planches cassées du lit superposées et a réussi à le plaquer dans le placard. Allison a alors pu attraper la sœur jumelle de Lorraine, Erika, qui avait crié tout le temps, et l'a poussée dans le couloir. La mère a attrapé Lorraine et s'est précipitée dans le salon où elle a trouvé Nolan recroquevillé sur le canapé, se balançant d'avant en arrière. Les 3 ont fui la maison et Allison a envoyé Erika et Nolan chez un voisin pour appeler le 911. Le corps inerte de Lorraine avait été étendu sur l'herbe et sa mère a de nouveau essayé de la ranimer. Mais au fond d'elle, Allison savait que sa fille était partie, parce qu'elle était pâle, froide et couverte de sang. Après l'arrivée des secours, Allison et Lorraine ont été emmenés dans un hôpital proche. Allison avait reçu une grave blessure à la main à cause du couteau. Malheureusement, une fois sur place, Lorraine, âgée de 6 ans, a été déclarée décédée. Lorsque la police est arrivée pour la première fois à la maison, Allison tenait encore le couteau qu'elle avait arraché des mains de David, puis elle l'a jeté aux pieds d'un officier. Une fois que les autorités sont entrées dans la maison, elles ont trouvé David Trebilcock dans une chambre qui avait été complètement saccagée. Des taches de sang éclaboussèrent la moquette et toutes les affaires de la jeune fille. David était également couvert de sang et il a dit à l'un des agents « C'était une petite fille, j'ai dû la tuer. Si je ne l'avais pas tuée, j'aurais essayé de nouveau. » Il a également dit à la police que Dieu et Jésus lui avaient dit de tuer Lorraine et qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait, puis il a demandé aux agents de simplement le laisser mourir. Sur le chemin de l'hôpital, David n'a pas pu garder sa bouche fermée et a dit aux premiers intervenants que Lorraine était maléfique et qu'elle devait mourir. Si elle survivait, il reviendrait pour retenter de la tuer. David a aussi dit que certains jugeront ses actes répréhensibles, mais qu'il estimait avoir bien agi. Il n'arrêtait pas de demander aux ambulanciers s'il allait être placé dans une chambre capitonnée une fois arrivé à l'hôpital et refusait de leur dire comment il s'appelait. Puis, une fois arrivé à l'hôpital, David a continué à débiter des absurdités et a dit à un médecin que Lorraine avait vu ce qui s'était passé, qu'il l'avait testée et qu'il ne pouvait avoir aucune compassion pour elle. David Trebilcock, le monstre, serait finalement inculpé de meurtre et d'agression au second degré, ainsi que de possession criminelle d'une arme au 4e degré. Avant le meurtre de Lorraine, David n'avait qu'une seule arrestation à son actif, en 2000 dans le comté de Dade en Floride, à l'âge de 19 ans pour possession de marijuana qui lui avait valu une contravention. Lorsqu'il a finalement été jugé pour le meurtre de la petite fille, le juge a déclaré David Trebilcock non responsable de ces crimes en raison d'une maladie mentale ou d'un trouble psychique. Les médecins de la défense avaient témoigné que David souffrait de schizophrénie paranoïde au moment du meurtre de Lorraine et qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait était mal. Son avocat a déclaré qu'il croyait que Lorraine était l'antéchrist et qu'il l'appelait ainsi que la bête. Mais le fait est
puisque selon la mère de Lauren, Allison, le matin où il avait tué sa fille, David avait enfermé leur chien dans le garage pour qu'il ne gêne pas et il avait aussi détruit un disque dur. Il semblait en fait qu'il avait vraiment réfléchi à ce qu'il allait faire à Lauren ce matin-là et qu'il n'était pas simplement fou. Cependant, David finirait par être placé dans un établissement psychiatrique sécurisé où il serait réévalué tous les 2 ans. Si un médecin le juge sain d'esprit à un moment donné, il sera relâché dans le grand public. Et en avril 2023, il a en fait été transféré dans un établissement non sécurisé, ce qui signifie qu'il est probablement de plus en plus proche d'être libéré. La famille de Lauren, bien sûr, a été indignée par le manque de punition infligée aux meurtriers de Lauren et ils ont lancé une pétition pour faire adopter une loi au nom de Lauren. Je me fiche qu'il soit dans un établissement fermé pour la santé mentale ou en prison. Je veux juste savoir qu'il ne peut faire de mal à personne, car il le fera sinon. Il y a 2 ans, Allison Bellius a été stupéfaite d'apprendre que l'homme qui avait tué sa fille allait être placé dans le système de santé mentale et non en prison. David Trebilcock a tué Lauren Bellius, âgée de 6 ans, en la poignardant brutalement en 2011 dans la maison à Sherrill qu'il partageait avec Allison. Je crois qu'il ne se serait pas arrêté avant notre mort à tous ce jour-là. Allison pense qu'il est enfermé, mais comme il est dans le système de santé mentale, elle n'en est pas sûre. Il n'y a rien pour nous, aucune protection, et on ne sait jamais quand il sera libéré. Elle ne se sent pas en sécurité, ni pour elle-même, ni pour ses enfants survivants. Il n'a pas de casier judiciaire, donc s'il est libéré à n'importe quel moment, personne ne sera averti de ce qu'il a fait. Ce que Allison défend maintenant, c'est quelque chose qu'elle appelle la loi Lauren-Sylvia. Cela nous permettrait de mieux suivre les personnes qui tuent et elle reçoit déjà beaucoup de soutien. Sa pétition a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. Nous pensons qu'un meurtrier reste un meurtrier, quelles que soient les circonstances. Il a sciemment ôté la vie d'un enfant et il devrait payer pour cela. Il devrait rester quelque part pendant au moins 25 ans et j'espère pour le reste de sa vie. Et au nom de sa fille et pour protéger le reste de sa famille, Allison se bat pour un changement de la loi. La loi de Lauren serait ensuite adoptée et elle stipule que si un meurtrier est ensuite déclaré sain d'esprit et libéré d'un hôpital psychiatrique, alors cette personne devra purger le reste de sa peine à perpétuité en prison, comme cela devrait être le cas. Une veillée aux chandelles a été organisée pour Lauren Bellius peu après son meurtre et des dizaines de voisins, d'amis et de parfaits inconnus se sont réunis pour se souvenir de cette fillette de 6 ans ainsi que pour soutenir ceux qui l'aimeront. Le père de Lauren, Jean Bellius Jr., s'est exprimé publiquement après la mort de sa fille et il a déclaré que le seul réconfort qu'il avait était de savoir que la dernière chose qu'il avait faite avec Lauren était de passer une merveilleuse journée avec elle. Ils étaient allés à l'Enchanted Water Safari quelques jours avant la mort de Lauren et tout le monde avait passé un moment formidable. Il a poursuivi en disant « C'est déchirant, c'était ma petite reine, Ketita ». Tout le monde l'appelait reine et c'est ainsi qu'elle était traitée comme une reine. Jean a dit avoir parlé à David une seule fois, mais qu'il interrogeait souvent ses enfants à son sujet et sur son comportement envers eux. Pourtant, il n'avait jamais rien remarqué d'étrange. Les enfants adoraient David. Le frère de la fille, Nolan, a dit à son père « David nous a menti ». Il avait promis de ne jamais nous faire de mal, mais il a fini par tuer Lauren. En 2020, le père des enfants, John Bellius, est également décédé, donc ils sont maintenant élevés uniquement par leur mère, Allison. Elle a dit que les 2 enfants allaient bien et qu'ils continuaient tous les 2 à recevoir un accompagnement psychologique. Les funérailles de Lauren ont eu lieu le dimanche 24 juillet 2011 à la maison funéraire La Robadier à Camden, New York. Elle a ensuite été inhumée au cimetière Forest Lawn à Camden. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lauren aujourd'hui. Je crois que David aurait absolument dû être tenu pénalement responsable de sa mort. S'il a eu le temps de planifier ce qu'il allait faire, comme mettre le chien dans le garage, barricader la porte de Lauren avec une commode et même détruire un disque dur, qui sait ce qu'il y avait dessus, alors il savait exactement ce qu'il faisait. Et en parlant de ce mystérieux disque dur, entre ça, l'addiction sexuelle de David, le fait qu'il ait couché avec une fille de 12 ans quand il en avait 19, Lauren, qui pleurait la veille de son meurtre sans dire ce qui n'allait pas et ne regardant que David et lui disant à Allison qu'il avait peur d'avoir des ennuis si quelqu'un voyait les choses qu'il disait en ligne.
Ça me fait me demander s'il agressait sexuellement Lorraine et s'il l'a tuée pour le cacher. Qu'en penses-tu? Si tu aimes les histoires criminelles racontées par moi, abonne-toi et active les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Il y a maintenant encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'affaire que vous aimeriez que je traite? Si c'est le cas, écrivez-moi à awickedworld@truecrimegmail.com.